Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de Check-up. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mal qui tue de nombreuses femmes à travers le monde, le cancer du sein. C'est le cancer le plus répandu chez la femme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce mal tue chaque année quelques 500 000 femmes dans le monde. Pourtant, détecté tôt, il se soigne et se soigne même bien. Et pour attirer une grande attention sur cette maladie et valoriser l'importance du dépistage, tout un mois est dédié à la sensibilisation. C'est donc dans le cadre de ce mois d'octobre que Check-up saisit l'occasion pour sensibiliser sur cette maladie. Mais avant d'en parler avec notre invité, je vous propose de suivre ce témoignage, tenez-vous, poignant, d'une jeune dame victime du cancer du sein. On se retrouve juste après. Je réponds au nom de Rose. J'ai 35 ans et j'habite Kinshasa. J'avais suivi les conseils et un jour, je palpais mes seins. J'ai senti qu'il y avait une boule. À mon réveil, je parlais de ça à ma sœur. Je lui ai dit, regarde, je me suis palpé les seins. J'ai senti qu'à part le noyau du sein normal, je sens qu'il y a une autre boule à côté. Alors de là, elle m'a dit qu'il serait mieux qu'on aille à l'hôpital pour voir le médecin afin qu'il puisse nous dire si c'est quoi. J'avais 33 ans. J'étais déjà mère de 2 enfants. Je n'ai pas paniqué. J'ai gardé mon calme. Mais sinon, ça me gênait qu'à part le boule normal du sein, que j'ai autre chose à côté. C'était un peu étrange, quoi. C'était quelque chose qui n'était pas normal. Mais sinon, je n'avais pas cédé à la panique. J'avais gardé mon sang-froid. Je n'avais pas mal. Je ne sentais absolument rien. Rien du tout, à part la boule qui était là. Je vis un autre médecin. Et quand je vis ce médecin-là, effectivement, il m'a examiné. Il a dit, il sent réellement qu'il y avait aussi quelque chose dans mon sein. Et de là, il m'a dit non, c'est rien, c'était négligeable. Il m'a prescrit une crème. La crème ne m'a pas soulagée. Au fur et à mesure, j'ai senti que la masse prenait de l'espace. De là, quelques temps après, je suis rentrée à l'hôpital. Je vis le même médecin. Il a constaté, il m'a encore examiné, il a dit non. Mais ça, c'est pas possible. Ça a vraiment pris de l'ampleur, ça a pris du volume. J'ai dit oui, effectivement. Et de là, il m'a dit qu'il fallait qu'on puisse faire une intervention chirurgicale. Et moi, personnellement, quand il m'a dit de l'intervention chirurgicale, j'ai eu un peu peur. Pour ne pas dire je paniquais, j'ai eu un peu peur. Oui, et là, j'avais 34 ans. Et c'est de là que j'ai commencé avec la médecine traditionnelle. Premier mois, deuxième mois, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de spécial, qu'il n'y avait rien de changeant, que ça ne s'améliorait pas. Et c'est comme si, au fur et à mesure, ça prenait toujours de l'ampleur. Et de là, je me suis décidée, après 2 mois et demi passés à la médecine traditionnelle, je me suis décidée, j'arrête avec cette histoire, je rentre à la médecine moderne. Et de là, j'ai repris le tout à zéro. J'étais déjà au courant de mon problème. Le médecin m'avait dit que j'avais un cancer des seins et que je devrais me faire opérer. Au début de cette année, vers le mois de février, si ce n'est pas février-mars, si je ne me trompe pas, je ne maîtrise plus trop bien. Et de là, j'ai payé. On m'a examiné, on m'a fait l'examen de la biopsie. J'ai constaté que la boule, en tout cas, prenait maintenant de l'ampleur. Et de là, je commençais à avoir mal, j'avais des douleurs. Parce qu'avant, je n'avais pas mal, je n'avais pas de douleurs. Et de là, je commençais à avoir mal et j'avais de douleurs. Et le médecin m'avait conseillé, du moment où elle a vu ce résultat, elle m'a conseillé de ne plus traîner, que je dois me faire
opérer, qu'on devrait m'enlever tous les seins. Ce n'était pas très facile, je me suis dit, une femme c'est les seins, une femme parce que les seins en tout cas ça fait partie de la beauté d'une femme. J'ai quand même un peu pris beaucoup de temps pour digérer cela. Je suis quand même arrivée à me décider pour me dire non, je dois en tout cas le faire, je dois passer à cette opération, je dois me faire opérer. Ça demande beaucoup de moyens, en tout cas ça demande beaucoup de moyens. Le prochain traitement c'est la chimiothérapie et la radiothérapie. Et chez nous en RDC, on m'a fait entendre qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut le faire et cela ne coûte pas moins de 4 000 $ par séance. Alors, 4 000 $, c'est pas vraiment une mince affaire, en tout cas c'est trop demandé et moi personnellement, j'en ai pas. J'ai entendu dire que les personnes qui souffrent cancer du sein comme moi ont eu à bénéficier de soutien. Et j'entends dire que notre première dame, Madame Denise Nyakero, elle évolue aussi dans les secteurs de la santé. Si elle peut aussi entendre ces cris de détresse qu'on lance vers elle, pas seulement pour moi, mais pour aussi les autres femmes qui se retrouvent dans la même situation que moi. Et je demande si possible que notre État puisse allouer un fonds à ces femmes qui souffrent de cancer des seins, si possible qu'on puisse aussi construire un hôpital juste pour ces genres de maladies et où ces femmes pourront venir pour bénéficier des soins gratuits. Nous espérons que ce témoignage servira de déclic à toutes ces femmes qui hésitent encore à se faire dépister. Docteur Aboudao, merci de nous recevoir ici chez vous. Vous êtes oncologue et radiothérapeute au centre de radiothérapie Mouk et Masep, ici au centre Nganda. Votre réaction par rapport au témoignage de cette femme? Merci madame pour cette occasion que vous nous offrez de parler de la lutte contre le cancer, notamment dans son volet prise en charge. Le témoignage, il est émouvant. Le premier message, c'est à l'endroit de mes confrères médecins. Il ne faut jamais négliger un symptôme chez une patiente. Heureusement, après donc les premiers pas, le médecin s'est ressaisi rapidement et il a essayé d'offrir à cette patiente le traitement adapté. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour la médecine qu'elle puisse témoigner du combat qui a été mené. Donc le deuxième message fort, c'est la combativité de cette patiente. Il faut savoir que le cancer, c'est vrai, il tue, mais si nous sommes courageux et nous sommes combatifs vis-à-vis du cancer, nous pouvons y arriver. Elle a tenu, elle a franchi toutes les étapes et aujourd'hui, elle montre la voie à toutes les autres femmes et aux hommes qui sont atteints de cancer du sein qu'il ne faut jamais abandonner. On peut toujours trouver une solution. On peut toujours trouver une solution. À écouter cette jeune dame, ça prouve que de nombreuses femmes détectent leurs problèmes elles-mêmes, avant même que le diagnostic ne soit posé. Docteur, est-ce qu'on doit dire que toutes les campagnes de sensibilisation qui sont menées portent de fruits? Oui, les campagnes, nous savons très bien, dans les pays occidentaux, grâce au dépistage, les campagnes de dépistage, aujourd'hui, le cancer du sein tue moins parce qu'il est détecté très tôt et ça permet de le prendre et de le guérir. Alors, ce qu'il faut retenir en plus, c'est qu'il faut apprendre aux gens à reconnaître ou à connaître leur anatomie, leur sein. Alors, en termes de dépistage, ce que nous conseillons, si vous avez plus de 50 ans, il faut vous inscrire dans un programme de dépistage. Dans un premier temps, le médecin il va vous examiner, il va faire une mammographie et puis si la mammographie elle est normale, il va vous dire de revenir un an après
Et après, chaque 2 ans, il va vous faire une mammographie pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie. Si vous avez moins de 50 ans, généralement, le dépistage, on ne le fait pas en tant que tel, mais on apprend à ceux qui ont moins de 50 ans à connaître leur anatomie, parce que l'autopalpation peut permettre de découvrir très tôt la maladie et de la traiter efficacement. L'autopalpation, on en parle souvent depuis des années. Dans les hôpitaux, ceux qui sensibilisent contre le cancer du sein parlent de l'autopalpation. Docteur, vous également, vous venez de revenir sur ce mot, ce geste qui sauve de vie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Qu'il faudrait-il faire exactement? Alors, la meilleure façon, c'est que une fois par mois, vous devez vous mettre devant votre miroir, dévêtu, et vous regardez vos seins. Vous voyez s'ils ils ont la même taille, la même forme. Si sur la peau, il n'y a pas quelque chose qui peut vous tiquer. Si vous avez l'habitude de regarder déjà vos seins chaque mois devant une glace, le jour où il y a une anomalie, tout de suite vous allez le savoir. Après donc ce regard que vous aviez devant le miroir, vous allez apprendre à toucher vos seins en utilisant votre main gauche pour toucher sur le sein droit, d'abord en haut, ensuite en bas, et puis le côté qui est vers le cœur, ensuite le côté qui est à l'extérieur. Et ensuite, il ne faut pas oublier d'aller sous les selles, parce que vous pourrez découvrir des choses là-bas. Donc, si vous avez fait cet examen, vous passez à l'autre sein, le sein controlatéral, vous faites la même manœuvre. Si vous faites ça une fois par mois, vous n'allez pas être surpris par quelque chose qui va apparaître dans votre sein. Ce que je vais ajouter, c'est qu'il faut apprendre à dire à vos partenaires de regarder aussi vos seins. Parce que vos partenaires peuvent contribuer à constater une anomalie sur votre sein et alerter tout de suite, vous alerter et vous permettre d'aller chez le médecin pour faire le diagnostic. Vous faites l'autopalpation, vous allez découvrir des choses, vous aviez dit, mais souvent ce qui attire l'attention, c'est ce de nodules. J'ai vu une nodule, j'ai vu une petite masse au niveau de mon sein. Est-ce que c'est un signe qui doit vraiment nous alerter, ou il y a aussi autre chose qui peut venir nous alerter? Merci beaucoup, madame. Il y a beaucoup de signes d'appel. Il faut savoir que la boule, c'est vraiment ce que la plupart des patients constatent. Mais vous avez un grand nombre de patients chez qui il n'y a pas de boule, c'est surtout la douleur ou l'augmentation du volume du sein. Vous vous levez le matin, vous sentez une chaleur dans votre sein, elle ne passe pas. Et en plus de la chaleur, vous voyez que votre sein prend du volume. Il ne faut pas négliger, il faut aller tout de suite voir le médecin. Vous vous levez le matin, vous sentez que le drap est souillé de sang, et quand vous regardez, vous voyez qu'au bout de votre mamelon, il y a du liquide et c'est un peu de sang. Il faut tout de suite vous rendre chez le médecin. C'est le médecin qui va analyser, explorer en fait cet écoulement-là et vous dire s'il faut le considérer comme suspect ou pas. Ensuite, vous avez ceux qui ont les boules mais qui ne savent pas. Et ça finit par perforer même la peau, une plaie. En ce moment, ça veut dire qu'il a déjà négligé la boule. Et si vous voyez déjà la plaie, ça veut dire qu'il faut courir aller. La probabilité que ça soit un cancer est très élevée. Donc c'est entre autres, vous pouvez aussi ne pas avoir quelque chose dans le sein, mais sous les selles, vous pouvez toucher à une boule. Et quand vous palpez votre sein, vous ne touchez pas de boule. Il ne faut pas la négliger. Vous devez vous rendre auprès de votre médecin qui va explorer pour voir est-ce que ça pourrait être un cancer. Donc l'autopalpation est vraiment très très important pour permettre à la femme de se découvrir. C'est vraiment très très important pour la femme, mais aussi les hommes. J'insiste, les seins chez les hommes ne sont pas développés, c'est vrai, mais il y a quelques cas de cancer du sein chez les hommes. L'homme, il faut aussi que de temps en temps, les hommes, on passe un peu la main sur la poitrine. Le jour où vous sentez une boule, il ne faut pas la négliger. Nous faisons aussi les cancers comme les femmes à un moindre degré. Mais docteur, une boule au niveau du sein, la dame Rose qui vient de faire son témoignage, lorsqu'elle a senti qu'elle avait une boule, elle dit qu'elle n'a pas paniqué, elle a gardé son calme. Est-ce qu'une boule, une nodule au niveau du sein est synonyme du cancer du sein?
Alors, ce sur quoi nous insistons, déjà, c'est très bien de ne pas perdre son calme. Si vous perdez votre calme, vous rentrez dans un stress qui est en fait un des facteurs favorisants du cancer. Donc, devant toute boule, il ne faut pas déjà dire c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. Parce que ça, c'est le travail de votre médecin. Mais si vous constatez une boule dans votre sein, il faut aller vous rendre chez votre médecin. C'est lui qui va, après exploration, vous dire si oui ou non il s'agit d'un cancer. Mais pour le citoyen que nous sommes, dès que vous avez une boule, rendez-vous chez votre médecin. Rendez-vous chez votre médecin, vous évoquez la mammographie à partir de 50 ans. Pour ceux qui ont moins de 50 ans, ce n'est pas conseillé, mais vous conseillez plutôt l'autopalpation. Mais depuis un temps, on remarque que les jeunes d'une trentaine d'années, voire même moins, font le cancer de sein, docteur. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, il y a beaucoup de choses. Vous savez, les facteurs de risque du cancer du sein sont nombreux. Le principal facteur, il est hormonal. C'est pourquoi vous avez le cancer qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Parce que le type d'hormone qui pousse en fait à avoir le cancer au niveau du sein, on n'a pas toujours ce type d'hormones chez les hommes. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour les jeunes, nous avons la sédentarité qu'on a de plus en plus dans nos sociétés. Les gens ne font pas de sport, ils ne font pas de travail physique, ce qui pourrait en fait augmenter la survenue des cancers dans cette tranche jeune. Ensuite, en plus donc de la sédentarité, vous avez de plus en plus l'alimentation qui amène un certain nombre de gens à devenir obèses. Cette obésité vous expose à développer un cancer parce que derrière l'obésité, vous avez la graisse et cette graisse-là, elle peut être transformée en hormones et ces hormones exposent vos seins à développer un cancer. Donc à un certain âge, il faudrait réduire les matières grasses, il faudrait éviter certains aliments. Pas un certain âge. Aujourd'hui, même bébé, il ne faut pas, dès que vous cessez de téter le sein, parce que le lait est un aliment complet, dès que vous finissez de téter le sein, il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, parce que vous allez inévitablement prendre du poids, vous allez être en surpoids ou vous allez être en obésité et ça vous expose à développer le cancer du sein ou d'autres cancers. Docteur, est-ce qu'on doit dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont plus exposées? Parce qu'on a entendu beaucoup de témoignages, on parlait plus de la génétique, mais il y a aussi de ces femmes qui n'ont pas eu des antécédents dans leur famille, mais qui développent un jour le cancer. Oui, déjà le cancer, c'est quelque chose, j'ai toujours caricaturé comme un événement hasardeux qui arrive dans votre vie. Il y a les facteurs de risque. On a dit que ces facteurs de risque-là, il n'y a pas un seul facteur. Donc, le cancer est une maladie multifactorielle. Il faut savoir que nous, au niveau de la médecine, on essaie toujours de faire comprendre aux gens c'est pas parce que votre maman a fait le cancer que vous allez faire forcément le cancer. Parce que le cancer, il peut être sporadique. Alors, il y a des familles à cancer. Là où les analyses génétiques ont mis en évidence un gène particulier qu'on appelle le BRCA. En ce moment, ces familles-là, inévitablement, les enfants feront toujours le cancer. Comme aussi, il y a ceux qui, exposés à d'autres facteurs, notamment les facteurs exogènes, en plus des perturbations hormonales qui vont faire le cancer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a dit que c'est un phénomène de hasard. Il n'y a pas vraiment une science qui va vous dire non, vous allez faire le cancer. Chacun ou chaque femme ou chaque homme est susceptible de faire le cancer, même si vous n'avez pas les facteurs de risque qui sont parfois décrits. D'où l'importance du dépistage. D'où l'importance du dépistage, d'où l'importance de la consultation régulière des médecins pour avoir des conseils. En Afrique, vous savez, on attend toujours d'avoir des problèmes avant d'aller chez le médecin. Or, normalement, dès que vous avez un certain âge, on vous conseille une fois par an de vous rendre auprès du médecin pour dire non, docteur, je veux savoir si je vais bien. Et faire un check-up. Oui, un check-up. Si on faisait déjà cette approche, je pense qu'aujourd'hui,
le dépistage n'allait pas être difficile à insuffler dans la population. Mais docteur, ce qui nous étonne un tout petit peu, on dit que les femmes mariées, celles qui ont déjà allaité, sont moins susceptibles, je dirais, de développer le cancer. Mais qu'est-ce qui se passe? On trouve une femme qui a déjà allaité 2-3 enfants, une femme mariée, donc cela veut dire qu'elle jouit pleinement de sa vie conjugale, mais avoir des nodules, développer des cancers. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est pourquoi je disais que le cancer, il est multifactoriel. Il n'y a pas un seul facteur. Alors, les études qui ont été faites ont comparé en fait des gens. Ça veut dire que vous avez des femmes qui ont allaité, celles qui n'ont pas allaité. On a comparé, on a vu que celles qui allaitent font moins le cancer que celles qui n'allaitent pas. Mais ça ne veut pas dire du tout que même si vous allaitez, vous n'allez pas faire le cancer. Vous pouvez bien allaiter, mais il y a les autres facteurs de risque qui sont là, notamment l'obésité, notamment le fait d'avoir ces règles très tôt, avant 12 ans, et le fait de les revoir, enfin, d'avoir la ménopause après 55 ans, ça ce sont des facteurs. Donc si vous allaitez et qu'il y a ces facteurs qui sont là, vous allez certainement, vous êtes toujours exposé à développer le cancer. Donc il faut retenir que c'est multifactoriel. Donc ce qu'on dit, il faut allaiter, ça veut dire que ça diminue le risque chez vous, mais ça ne fait pas un risque zéro, parce que le risque zéro n'existe pas. Voilà. Je le disais au début de cette émission que vous êtes oncologue et radiothérapeute au centre Mouk Emaseb, le centre de radiothérapie, je dirais même le seul centre de radiothérapie que dispose la République démocratique du Congo. Donc vous faites face à des genres de cas de cancer, plusieurs formes de cancer, notamment le cancer du sein. Docteur Dao, parlez-nous un peu de la prise en charge. Comment ça se passe lorsque le cancer est diagnostiqué, le problème est diagnostiqué, le traitement jusqu'à la guérison? Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces étapes? Comment ça évolue? Alors, c'est une longue étape et je voudrais profiter de votre question pour encourager les gens à aller jusqu'au bout des étapes. Les patientes ou les patients, ils trouvent souvent que nous sommes mesquins, on demande un peu trop, il y a beaucoup d'examens qu'on demande. Alors, il faut savoir ceci, quand vous avez une boule dans votre sein, c'est un exemple, ou n'importe quelle anomalie sur votre sein, si vous vous rendez chez votre médecin, la première des choses que le médecin cherche à savoir, c'est de caractériser, étiqueter, donner une identité à ce que vous avez dans le sein. Ça, c'est la première démarche. Ce qui fait qu'il va réaliser l'échographie, la mammographie et même parfois l'IRM mammaire. Donc cette étape-là, elle est fondamentale avant qu'il ne passe à une autre étape. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Parce que quand ils amènent les premiers examens, ils disent non, j'ai fait les examens, mais il m'a encore demandé des examens. Parce que la première étape, c'est donner une identité à votre maladie. Une fois qu'on a l'identité de votre maladie, nous passons à la deuxième étape qui est de quantifier votre maladie et de voir quel est son degré de dispersion. Et ce lot d'examens aussi est à part. Il s'agit du scanner thoraco-abdominopelvien. On peut ajouter le scanner du cerveau s'il y a des signes d'appel. Il s'agit de la scintigraphie osseuse, du PET scan que nous n'avons pas encore ici en RDC. Il s'agit de l'échographie abdominale et pelvienne. Vous avez également la radiographie du thorax. Donc c'est autant d'examens que nous allons réaliser pour quantifier la maladie et savoir quel est son degré de dispersion, parce que malheureusement, le cancer du sein peut diffuser vers le poumon, le foie, les os, le cerveau. Et c'est ce qui rend en fait, le traitement difficile. Justement, déjà, cette démarche, elle est longue. Et le patient, le fait de faire les va-et-vient, il a l'impression que le médecin, il tâtonne ou il me fait tourner en rond, il ne me traite pas. Et en plus, ça coûte très cher, docteur. On ne peut pas traiter un cancer si on ne le connaît pas. Donc, il faut connaître son identité. Si on ne sait pas la quantité et la dispersion dans le corps. Une fois qu'il aura fait ça, il va classer votre maladie. Soit c'est une maladie localisée, dans notre jargon, ou c'est une maladie diffusée dans tout le corps. On dit métastatique. Les deux formes de maladie ne se traitent pas de la même façon. Mais une fois qu'il a fini de faire ses examens, il va normalement présenter votre dossier médical à une réunion avec d'autres médecins qu'on appelle rencontre de concertation pluridisciplinaire.
Cette réunion avec tous les autres médecins, anatomopathologistes, radiologues, et puis vous allez avoir les gynécologues, consiste en fait à exposer le dossier et à dire je veux faire telle chose, telle chose. C'est la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Les collègues vont vous écouter et les collègues vont dire oui, on pense que c'est bien, ou on pense que non, vous pourrez commencer par la chimio ou commencer par la chirurgie. C'est au terme de cette réunion que nous sortons avec une stratégie approuvée, validée par le collège des médecins. Donc les étapes de la prise en charge, ça dépend d'un cas à un autre. Oui, votre maladie ne peut pas être traitée de la même façon que pour Madame X ou pour Monsieur X. Non, chaque maladie, chaque malade est unique pour nous. Et le traitement est adapté aux malades. Il est adapté aux malades. Donc pour ce qui est du cancer du sein, une fois que la stratégie est validée, la plupart du temps, nous recevons les patients très tardivement, ce qui fait que nous commençons toujours par les médicaments anticancéreux qu'on appelle couramment chimiothérapie. Cette chimiothérapie anticancéreuse, généralement, elle vise en fait à nettoyer la maladie dispersée dans le corps et qui est encore occulte. Les gens vous disent, mais j'ai fait un scanner qui n'a pas montré de maladie dans le foie, dans le poumon, etc. Mais pourquoi on me fait encore la chimiothérapie? Parce qu'il y a une composante de la maladie qu'on ne voit pas et qui est dans le sang et qu'il faut traquer pour ne pas lui donner la chance ou l'opportunité de se fixer sur le poumon. C'est de façon séquentielle, on donne aujourd'hui, on attend 21 jours, on donne ou 14 jours, ça dépend des protocoles. Et une fois qu'on fait la chimiothérapie, il faut opérer quel que soit le résultat. Ça, on a du mal à faire comprendre. La patiente, elle vient avec un sein qui est gonflé, on fait les médicaments, le sein devient presque normal, et dit mais si le sein est devenu normal, pourquoi vous voulez enlever? Parce qu'en fait, la chimiothérapie ne suffit pas à tuer toutes les cellules cancéreuses. Vous aviez besoin que l'opération soit faite. Soit on enlève tout le sein, soit une partie du sein, là où il y avait le maximum de maladies. Et le reste, on va vous envoyer faire la radiothérapie que nous faisons ici. C'est un traitement avec une machine. Cette machine émet une lumière spécifique et cette lumière-là a la propriété de tuer les cellules cancéreuses. On va justement revenir à la radiothérapie qui est votre spécialité avant de finir cet entretien. Mais j'aimerais d'abord rester sur le traitement. La chimiothérapie, docteur Dao, ce traitement très toxique pour les patients, est-ce que c'est le seul traitement efficace dans la prise en charge du cancer? Alors, il faut savoir que dans la prise en charge du cancer, c'est beaucoup plus des associations thérapeutiques que nous faisons. Le cancer du sein aujourd'hui, il n'y a pas une seule méthode qui peut guérir définitivement le cancer. Donc ce qui fait que on ne pourrait pas comparer la chimiothérapie aux autres parce que chacune des techniques a un objectif précis, son apport est unique. La chimiothérapie a des objectifs que la chirurgie ne pourrait pas atteindre. Donc je ne veux pas comparer la chimiothérapie à autre chose. Nous avons et nous disposons de médicaments efficaces contre les cancers du sein aujourd'hui. Dans notre centre, comme partout en RDC, vous avez un certain nombre de praticiens qui disposent de ces médicaments efficaces. Toxiques, oui, mais aujourd'hui, nous avons les médicaments adjuvants qui soutiennent les patientes et qui font que les effets secondaires ne sont pas aussi gravissimes que ça. Il faut juste suivre les conseils de votre médecin, éviter d'ajouter d'autres traitements sans informer votre médecin, revenir vers le médecin dès que vous sentez qu'il y a un changement et qui pourrait être lié aux médicaments que vous avez reçus. Mais c'est justement toutes ces choses qui font peur parfois aux patientes. Elles se disent je vais perdre mes cheveux, je veux perdre mon éclat, je veux perdre la couleur de ma peau. Docteur, comment vous arrivez à les rassurer sur leur prise en charge? D'abord, je dirais, quand vous êtes dans le traitement du cancer, vous êtes sur un ring. Donc vous êtes obligé sur ce ring-là de faire des sacrifices. D'accepter les coups. D'accepter les coups, de les feinter et de donner des contre-coups. La perte des cheveux, malheureusement, il y a beaucoup de médicaments que nous avons actuellement qui font partir les cheveux.
Mais je rassure toujours les patientes, dès que la chimiothérapie s'arrête, vos cheveux vont repousser et ces cheveux seront encore plus jolis. Donc n'ayez pas peur, vous avez aujourd'hui beaucoup d'astuces pour que personne ne sente que vous n'avez pas de cheveux. Vous avez les perruques, vous avez les chapeaux, vous avez plein de choses qui peuvent en fait camoufler, si vous voulez, le fait que vous n'ayez pas de cheveux sur la tête. Donc nous avons de plus en plus à conseiller à nos patientes, pour celles qui ne veulent pas rester sans cheveux, apporter donc ces perruques-là pour ne pas se sentir gênées en se baladant. Docteur, pendant combien de temps prend le traitement de la chimiothérapie exactement? La chimiothérapie classique, si on la fait après la chirurgie, parce que votre maladie n'a pas touché la peau ou bien le muscle sur lequel le sein repose, généralement, on laisse d'abord la place à la chirurgie. Et après la chirurgie, le protocole que nous appliquons ici au centre hospitalier Ndanda, il comprend 6 séances de chimiothérapie. Les séances sont espacées de 21 jours. Donc, vous vous retrouvez facilement avec 4 ou 5 mois de chimiothérapie. Voilà. Maintenant, vous avez des formes localement avancées où la peau est envahie, où le muscle sur lequel le sein repose est envahi. En ce moment, nous nous inscrivons dans un protocole de 8 cures de chimiothérapie et elles vont à 6-7 mois. Et c'est après ça que nous allons vous envoyer faire l'opération. Et quand est-ce qu'intervient finalement la radiothérapie? Nous avons écouté Rose qui a déjà subi une ablation. Elle doit bénéficier d'une chirurgie, mais le médecin nous parle de la radiothérapie. Quand est-ce qu'intervient la radiothérapie, docteur, et pourquoi? Alors, la radiothérapie, habituellement, dans la plupart des cas, elle vient à la fin. Ça veut dire quand vous prenez les 3 techniques que sont la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie est généralement prescrite à la fin. Pourquoi à la fin? Parce que, comme je vous ai expliqué, le souci pour le médecin, c'est d'abord de barrer la route à la maladie occulte qui est dans votre sang qu'on ne voit pas. C'est de barrer la route à cette maladie pour qu'elle ne se fixe pas sur le poumon, le foie ou ailleurs. Une fois que cette étape est passée, les médicaments vont réduire aussi le volume du sein, le volume de la maladie, ce qui va permettre au chirurgien d'agir efficacement. Alors, les études ont montré que quand le chirurgien il enlève tout le sein ou une partie du sein, il y a toujours une partie des cellules cancéreuses qui échappent à la chirurgie. Et c'est en ce moment que le radiothérapeute va intervenir pour stériliser ce que la chirurgie n'a pas pu emporter et créer les conditions pour que la maladie ne repousse plus au niveau de la paroi. Après toutes ces étapes, on peut parler de la guérison? Alors, guérison en cancérologie, vous savez, c'est une partie de nous-mêmes qui s'est transformée. Ce qui fait que nous aimons utiliser le terme rémission. Alors, on peut à la fin de la radiothérapie vous dire avec certitude que tout ce qui était recommandé comme traitement chez vous, on vous l'a donné. Maintenant, vous devez être dans un protocole de surveillance. Ce protocole de surveillance, normalement, il est à vie. Mais on s'est rendu compte que quand la maladie a tendance à repousser, c'est les 2 premières années après le traitement. Alors, après les 2 premières années, on ajoute 3 ans parce que le risque que la maladie repousse reste encore grand. Et au bout de 5 ans, si la maladie n'a pas repoussé, on est à même de vous dire, bon, même si on ne peut pas dire que vous êtes guéri, votre maladie est complètement contrôlée. Et qu'est-ce qui fait que certaines femmes puissent faire la récidive, puissent récidiver? Qu'est-ce qui les pousse en fait? Il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est la quantité de maladie avec laquelle vous arrivez chez votre médecin. Si vous arrivez chez le médecin avec une maladie qui touche déjà la peau, qui touche le muscle pectoral, une maladie qui est diffusée dans le poumon, il est clair que, même si ça ne touche pas un autre organe, dès que déjà localement ça touche la peau, ça fait la plaie, il y a des boules sous les selles, ça fait que le risque que la maladie repousse est déjà grand. Ensuite, il y a d'autres critères qu'on ajoute. Vous voyez, chez certaines femmes, on va dire, vous allez prendre un comprimé pendant 5 ans, pendant 10 ans. Donc, ça c'est une information
qui permet aussi de savoir, d'avoir une idée sur l'agressivité de la maladie. Ensuite, vous avez les patients chez qui on dit non, vous avez votre maladie exprime un gène qui montre qu'elle est très agressive, et notamment l'herceptine, les récepteurs de l'herceptine. Ce qui fait que ces patientes-là, on sait que la maladie aura toujours tendance à récidiver. On leur prescrit parfois un médicament, un traitement ciblé qu'on doit donner aussi pendant 18 séances. Et à la fin de ce traitement ciblé, on continue de surveiller parce qu'on sait que votre maladie est agressive. Donc, au-delà du fait que votre maladie, le degré de diffusion est pris en compte pour le risque de récidive, il y a aussi ces anomalies qu'on cherche sur la maladie et qui peuvent nous guider pour vous dire attention, il faut être vigilant parce que votre maladie elle est très agressive, elle aura tendance à repousser. Soit là où il y a le sein, soit à distance. Docteur Dao, vous êtes radiothérapeute, spécialiste en radiothérapie et vous avez même été sollicité ici en République démocratique du Congo pour apporter votre expertise. Lorsque vous travaillez vous travaillez avec beaucoup de médecins congolais, je dois dire que vous venez d'un autre pays et vous travaillez avec des médecins congolais. Est-ce que vous pensez que nos médecins sont suffisamment outillés, sont à la page pour correctement prendre en charge les cas de cancer? Je parlerai précisément du cancer du sein. Oui. La réponse elle est sans équivoque. Vous avez de magnifiques médecins qui se battent quotidiennement et qui ont le bagage intellectuel et tout ce que vous voulez pour prendre en charge correctement la maladie cancéreuse au niveau du sein. Donc, moi je suis venu juste pour un complément. La radiothérapie n'étant pas encore ici, vous avez encore beaucoup de médecins qui ne s'y intéressent pas. C'est pourquoi, dès que la machine est arrivée, il fallait trouver quelqu'un qui pouvait la faire tourner. Donc, ce qui m'a amené en fait à venir donner un coup de pouce pour la mettre en marche afin de compléter en fait le panel des méthodes thérapeutiques du cancer du sein à RDC. En écoutant le témoignage que nous avons suivi, la patiente affirme qu'elle est passée d'un hôpital à un autre. Elle a même vu des médecins qui ont minimisé la boule qu'elle avait au niveau de son sein. Est-ce qu'on doit dire qu'ils sont suffisamment informés ou je dirais même qu'ils ont des notions sur le cancer du sein? Alors, ce qu'il faut savoir, certainement un travail à faire parce que vous aviez une population de 80 millions d'habitants et plus. Alors, vous savez déjà que le nombre de médecins dans nos pays africains est toujours inférieur aux normes que l'Organisation mondiale de la santé recommande. Ce qui fait que vous avez certainement une insuffisance en nombre de médecins. Et cette insuffisance en nombre de médecins, il y a aussi cette information, parce que le cancer, ce n'est pas la maladie que la plupart des médecins connaissent. Ce qui peut expliquer parfois que le premier médecin ne pense pas au cancer, le deuxième peut-être va penser au cancer, mais il n'a pas toutes les informations, parce que déjà, il faut former beaucoup de spécialistes. Il y a des ratios qu'il faut chercher à atteindre pour avoir un nombre de médecins assez répartis sur l'ensemble du territoire pour éviter l'errance médicale. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a certainement la nécessité de continuer à porter même l'information scientifique aux médecins. Nous tous, nous apprenons. Mais moi, ne serait-ce que hier, nous avons à une réunion où j'ai recommandé à une structure de l'État d'organiser des sessions de formation pour l'annonce et de m'inclure dedans. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'annonce du cancer n'est pas assez bien faite. Parce que si on rate l'annonce du diagnostic, on va rater toute la suite. Parce que ce contact que vous avez, ce contact que vous avez avec le malade, il ne faut pas le rater. Et cette annonce-là, c'est un art. Parce que les malades qui sont bouleversés, qui sont paniqués. Bon, paniqués. Parce que la façon avec laquelle on leur a annoncé la maladie n'a pas été étudiée, ce qui fait qu'après, pour rattraper ce malade et le mettre dans le circuit du traitement, c'est très difficile. Est-ce que les malades arrivent quand même à bout de leur traitement?
Est-ce que les malades bénéficient, je dirais, d'une subvention de la part de l'État? Alors, bon, c'est une question difficile pour moi. Hein. Donc, il faut savoir que la politique nationale, je ne la connais pas totalement. Je sais ceci. Le gouvernement a mis en place un centre national de lutte contre le cancer. Et ce centre national nous a déjà rencontrés au niveau du centre hospitalier Nganda et particulièrement au niveau du centre de radiothérapie Mukemaseb. Pour une collaboration? Pour une collaboration, parce qu'inévitablement, ils ont besoin, l'État a besoin de la machine du centre Mukemaseb aujourd'hui pour offrir à la population congolaise et environnante des soins de qualité. Donc nous avons été approchés, nous avons donné notre accord pour accompagner le Centre national de lutte contre le cancer dans ce combat sans merci que nous devons mener contre les cancers du sein de façon en particulier. Mais parlons de la prise en charge des malades. Est-ce qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout de leur traitement, vu le coût qui reste très élevé? Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je pense que l'État congolais est en train de prendre conscience, l'État congolais est en train de s'organiser en la matière. Dans tous les pays du monde, personne ne peut se soigner lui-même avec son propre argent. Il y a toujours des mécanismes qu'il faut mettre en place, des mécanismes de solidarité qui permettent en fait aux plus faibles de bénéficier de l'appui des plus forts sur le plan financier. Donc ces mécanismes-là, ça existe un peu partout et je pense que ces mécanismes ici vont certainement être vulgarisés et s'orienter aussi dans le cancer. Donc je pense que c'est en cours. Il y a beaucoup de patients qui viennent à nous, mais qui n'arrivent pas, même le diagnostic. On a du mal, nous avons des statistiques. Si nous rentrons dans ces statistiques, ça peut effrayer. Mais nous disons que tous ceux qui viennent à nous, il y en a qui arrivent, ils ont leur maladie. Vous avez des signes pathognomoniques presque. Ça veut dire que vous avez des signes qui montrent que c'est une évidence, c'est un cancer. Mais les premiers bilans, pour qu'on puisse poursuivre la prise en charge, ils n'arrivent pas à le faire. Donc nous avons ici une fondation, la fondation Mukemaseb, qui intervient parfois pour prendre en charge les soins de certains patients. Dans ce mois d'octobre rose, ils ont pris en charge un certain nombre de patients, notamment pour ce qui est de la radiothérapie. Certaines patients ont bénéficié de l'appui de cette fondation ici. Alors un peu partout, vous avez un certain nombre d'acteurs qui interviennent pour appuyer certains. Vous avez certaines sociétés qui prennent en charge, mais la grande majorité de la population n'a pas ces soutiens-là et parfois c'est un peu difficile. Est-ce que de plus en plus vous recevez de cas de cancer du sein ici oui. au centre Mukemaseb? Oui, nous recevons énormément de cas de cancer du sein ici au centre Mukemaseb. Ça, nous les recevons à tous les stades. Et comme j'ai dit, malheureusement, nous les recevons à des stades très avancés. Parfois, nous sommes obligés de faire une radiothérapie qui vise en fait à éliminer la douleur. Et c'est très très choquant pour nous parce que nous sentons avoir raté une occasion d'apporter en fait la guérison entre griffes à certaines patients. Parce qu'elles arrivent déjà à des stades très avancés. Vous évoquiez les actions menées par la Fondation Mukemaseb en ce mois d'octobre, mois justement dédié à la sensibilisation du cancer du sein. Docteur Abou Dao, nous aussi nous sensibilisons dans le cadre de ce mois d'octobre. Est-ce que vous, en tant qu'oncologue et radiothérapeute, vous croyez à une génération sans cancer du sein? Oui, j'y crois et chaque jour, je déploie tous mes efforts pour que cette vision d'un monde sans cancer voie le jour pendant que je suis toujours en vie. Et je pense que c'est un combat que nous pouvons gagner. Au niveau de la Ligue nationale contre le cancer en RDC, ils ont ce slogan qui est là, une génération sans cancer d'ici 2030. Nous nous battons, même si l'horizon de 2030 commence à se rapprocher. Nous sommes pratiquement déchaînés sur tous les fronts pour faire en sorte que le cancer, même s'il n'est pas à zéro en 2030, que nous n'enregistrons plus de décès liés au cancer. Ça veut dire que, à défaut de l'éliminer complètement, faire en sorte que les gens puissent vivre et qu'on puisse traiter, contrôler définitivement
la maladie qu'il présente dès qu'il se présente à nous. Docteur Aboudao, merci, encore une beaucoup. fois de nous avoir reçus Merci. ici au centre hospitalier Nganda pour parler du cancer du sein. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous, madame, de vous être déplacée. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, docteur. Merci. La sensibilisation commence avec votre environnement le plus proche. Alors n'hésitez pas de consulter et de vous faire dépister. À très bientôt sur Bio1 Télévision.